Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 14 mai 2024. Je vais vous présenter l'actu crypto de ce début de semaine. Aujourd'hui, on parlera essentiellement de l'actu générale parce qu'il y a beaucoup d'actu qui est lié un petit peu, qui est impliqué avec la crypto-monnaie. Et on parlera essentiellement du XRP et de Stronghold SHX. Et pour finir, la petite minute complotiste. Avant ça, on va parler, j'avais fait un petit sondage, même si c'est sur un petit panel de personnes, c'est intéressant de voir, j'avais posé la question de savoir à partir de combien vous donnez votre démission à votre patron après le bull run. Et je vois, il y a quand même 20% qui disent à partir de 100 000 euros. Je pense que les personnes qui sont dans ce cas-là, je pense que c'est des personnes qui, tout simplement, ou alors qui ont peut-être un projet d'entreprise, c'est-à-dire avec l'argent qu'ils vont gagner de créer une entreprise, et pour se libérer peut-être du salariat, ou sinon, je pense qu'en restant, s'ils sont en France, en restant en France, c'est un petit peu chaud, 100 000 euros. Après chacun, même moi j'ai une vie assez simple, hein, mais je pense que 100 000 euros c'est pas énorme. Donc peut-être avec un projet d'expatriation, parce que par exemple vous partez en Afrique avec 100 000 euros, vous pouvez gérer, faites un business là-bas, vous pouvez acheter un terrain, une maison, je pense que 100 000 euros c'est faisable, mais en France 100 000 euros c'est un peu chaud pour arrêter en tout cas de travailler. C'est vrai que j'ai dit donner sa démission, ça ne veut pas dire forcément arrêter de travailler. 300 000 euros, il y a 6%, 600 000 euros, alors 600 000 euros personnellement, je pense en tout cas, en restant même en France, en gérant bien, euh, je pense que en vivant très simplement, je pense que c'est faisable en vivant tout simplement des intérêts. Je pense que 600 000 euros, ça peut être faisable en investissant dans des choses qui peuvent ramener par exemple 10%, 10% par an. Je pense que ça peut être faisable. En tout cas, moi, personnellement, même 300 000, vu que j'ai des vues d'expatriation, même avec 300 000 en allant dans certains pays, je peux vous dire que c'est faisable. En tout cas, entre 300 000 et 600 000, moi, je peux m'expatrier sans problème. Par contre, rester en France, je pense qu'à partir de 600 000, oui, 1 million, on est bien, on est confortable. Certains ont dit 5 millions, c'est un peu chaud, mais après chacun, en fonction des moyens, s'ils ont une grande famille, etc., bien sûr, il y a beaucoup de paramètres. Voilà. En tout cas, on voit que le taux qui monte, c'est 46%, c'est 1 million. Et effectivement, je pense que c'est sage pour les personnes qui restent en Europe ou en France. On va commencer donc l'actualité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a le calendrier économique et que cette semaine, c'est quand même assez intéressant. On a les données IPC, donc c'est les prix à la consommation des ménages. Et on a donc, là on voit, ça a déjà été donné 14h30. Donc la prévision était de 0,3% et là c'est 0,5 actuellement. Voilà. Le discours de Powell je pense qu'il doit être très bientôt, je pense, dans une heure, je pense une heure ou une heure et demie, je pense qu'on aura les discours de Powell et on a ensuite demain, là c'est important, on a l'IPC annuel et l'IPC mensuel, mais l'IPC annuel pour les États-Unis et on a vendredi l'IPC annuel pour l'Europe. Voilà. Donc on va commencer l'actualité. Et je vais vous parler de le milliardaire Barry Sternlich qui s'attend à un échec bancaire par semaine. Alors ça, il parle bien sûr des États-Unis, même si de toute façon, ça fera boule de neige. L'investisseur immobilier, milliardaire et PDG de Starwood Capital, Barry Sternlich, a récemment déclaré s'attendre à une défaillance bancaire par semaine aux États-Unis. En effet, Sternlich a exprimé sa préoccupation concernant plus de 4000 banques aux États-Unis face à la pression continue des taux d'intérêt et de l'inflation. Alors il y a aussi d'autres paramètres, hein, bien sûr, mais effectivement les taux d'intérêt et l'inflation, ce sont les principaux. Vous avez aussi les normes avec Basel 3, les banques commerciales sont un petit peu en difficulté et ce que je serais curieux, c'est de savoir qui va racheter ces banques en faillite. À mon avis, il va y avoir des gros ou alors des sociétés écrans. C'est-à-dire c'est des gros qui achètent, mais par l'intermédiaire de sociétés ou de fonds d'investissement écrans, ils peuvent le faire. Voilà. On continue et on a une Biden qui augmente fortement les tarifs douaniers des États-Unis sur les importations chinoises. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle? Personnellement,
Je pense que, de toute façon, les prix des importations chinoises ne sont pas, même si ça augmente, ça sera toujours moins cher que le prix des produits américains. Donc, de toute façon, les Américains achèteront toujours ces importations chinoises parce qu'elles seront moins chères. Et ce qui risque de se passer, c'est que tout simplement, les Chinois vont quand même augmenter les prix et ça va faire mal quand même aux Américains de payer plus cher. Et puis surtout, il peut y avoir eh bien, les Chinois qui c'est une guerre économique commerciale, donc ils peuvent très bien essayer de faire des sanctions eux aussi de leur côté. On continue et là nous avons tout simplement la Banque centrale suédoise qui va baisser les taux directeurs cette semaine. Donc je pense que eux ils ouvrent le bal et on va de plus en plus avoir ce narratif de tout simplement des banques qui veulent baisser les taux parce que là ça commence à faire mal à l'économie et la banque centrale donc ouvre le bal. On continue, la Banque nationale suisse qui explore les moyens de tokeniser les actifs financiers. Donc je vous rappelle que c'est le narratif du moment, tout va être tokenisé et nous, enfin en tout cas moi, je suis sur des technologies et des actifs qui vont permettre cette tokenisation comme le XRP, comme XLM, comme SHX, comme HBAR et je pense en tout cas ne pas m'être trompé et d'être sur les bons chevaux de course. Voilà, je vous rappelle juste que pour ce qui est de la Suisse, vous avez HBC qui est en partenariat avec Metaco et Ripple, bien sûr, qui détient Metaco pour ce qui est de la tokenisation, par exemple, de l'or, de gold. On continue et on a le Salvador qui a lancé un site web de suivi de sa réserve de Bitcoin. Donc ça c'est pour sa population et en fait ils peuvent aller tout simplement voir les réserves de leur pays. Et là vous voyez on est dessus, c'est d'ailleurs en augmentation. Donc il y a beaucoup d'articles qui critiquent le Salvador, mais bon alors moi je suis pas Bitcoin maximaliste, donc mais en tout cas on voit que les pays, eux ils étaient en avance bien sûr, mais qu'il va y avoir plus en plus de pays qui vont se réfugier et acheter entre autres les ETF et même les particuliers qui vont commencer à se réfugier dans le Bitcoin. Ça c'est voulu depuis longtemps, c'est le but. On continue. Et on a le Japan's Metaplanet qui adopte Bitcoin comme actif de réserve au milieu de la crise du yen. Alors comme vous le savez, j'en ai déjà parlé, il y a des problèmes au niveau de la monnaie japonaise et on voit qu'ils commencent déjà à adopter les cryptos pour se protéger justement de l'inflation et de la dévalorisation de la monnaie. Et là, vous voyez le chef de la banque japonaise qui signale le risque de prix bas du yen qui suggéré par une hausse des taux. De toute façon, tous les pays vont être le même problème, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à gérer l'inflation et en fait, ils ont en fait deux possibilités. C'est soit de sauver l'économie, soit de protéger leur monnaie. Et ils vont avoir un dilemme, c'est que il va falloir qu'ils choisissent, soit en montant ou en descendant les taux. Mais dans les deux cas, là on voit quand même que le narratif c'est tout simplement de protéger la monnaie et on va donc voir ça, mais tous les pays ne font pas cette stratégie, on verra par la suite. En tout cas, je pense que on arrive aux prémices quand même de la crise et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de bonnes nouvelles, que ce soit sur le XRP ou même vous voyez sur le Bitcoin, etc. Parce que tout va rentrer dans les actifs de crypto-monnaie entre autres. Je vous parle maintenant des CBDC, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé, ça avance très vite, surtout là je vois aux États-Unis avec les projets Jasper, au Canada et aux États-Unis ça avance très très vite. Pour le Brésil, ça avance aussi très très vite et on peut voir maintenant qu'il y a 4 pays qui ont lancé, carrément lancé leur CBDC. On a le Zimbabwe avec le ZIG qui est adossé à l'or
On a toujours le Nigeria qui avait annulé, mais qui en ont fait un autre, et qui actuellement l'ont lancé il y a déjà quelques temps, et pour l'instant, ça reste. Mais il y en a deux cachés qu'on ne voit pas. On va regarder ça. C'est un tout petit pays, c'est insulaire, c'est la Jamaïque qui a lancé son CBDC, et le Bahamas aussi. Voilà. En résumé, on voit quand même que c'est des tout petits pays qui sont d'abord lancés, et c'est là que vous vous dites que les pays, ils dirigent rien du tout. C'est des gens qui ont décidé, ils ont décidé que ça sera les petits pays d'abord, pour voir comment ça fonctionne, pour voir aussi comment la population réagit à ces CBDC, et par la suite ils vont essayer d'apprendre aussi, de voir les erreurs qu'il ne faut pas faire sur les petits pays, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et comme ça après ils vont pouvoir aller sur les gros pays. Et on voit quand même que bien que les gens se fassent tous la guéguerre, on voit que tous ces pays, beaucoup de continents maintenant, entre le Moyen-Orient, etc., l'Ukraine, etc., tous, ils se font la guéguerre, mais par contre, ils sont tous d'accord pour des CBDC. Donc posez-vous la question, il y a quand même un truc bizarre, ils sont tous d'accord pour les CBDC, mais par contre, ils se font la guerre. Bref, je pense que il y a des gens qui comprendront la farce. On continue, et en parlant toujours de CBDC, on a le projet Aurum qui avance. On voit que les CBDC ça avance très vite, et ça c'est pour améliorer la confidentialité des paiements CBDC de détail. Donc vous le savez, dans le narratif, il y a beaucoup maintenant d'articles où on voit que les gens sont vraiment sceptiques sur les CBDC parce qu'ils ne veulent pas. Il y a le côté anonymat privé qui veut être bien sûr une confidentialité qui reste, pour pas que les gens savent exactement vos transactions, etc. Donc je pense que oui, ils vont tout simplement faire un système où on ne pourra pas voir forcément. Il y a en tout cas une vie privée, mais par contre, ceux qui dirigent, les banques centrales qui dirigent les CBDC, eux, ils auront accès à tout. Ça, faut pas vous leurrer là-dessus. Voilà, maintenant on va parler. Il faut savoir que je parle énormément de crypto-monnaie, bien sûr, parce que pour l'instant j'ai presque fait all-in, j'ai des actions, mais j'ai presque fait all-in sur la crypto, parce que c'est la période, c'est tous les 4 ans, et que là c'est le moment de pouvoir gagner beaucoup d'argent, mais ensuite, pour ceux qui sont anciens, j'aime beaucoup les actions, surtout les actions à dividendes. Et je parlerai ensuite, après le bull run, énormément des actions, des opportunités dans la bourse ou dans les startups, etc. Et là, moi je suis actionnaire de Total Energy, et on voit qu'ils envisagent de se coter à la bourse de New York. Alors pour quelles raisons? Pour différentes raisons. Je vous rappelle que c'est des énergies fossiles, et qu'actuellement on fait la guerre aux entreprises qui font des énergies fossiles. Donc eh bien, par exemple en France, c'est difficile maintenant pour Total Energy de pouvoir avoir des prêts. Les banques françaises, il y a eu des pressions pour pas que les banques prêtent de l'argent par exemple à Total Energy. Donc en fait Total Energy, maintenant les banques qui prêtent, c'est les banques chinoises, et c'est les banques aussi américaines. Donc ça paraît aussi un petit peu logique qu'ils se rapprochent des Américains, surtout que maintenant au niveau des statistiques on voit que c'est énormément, c'est le pourcentage d'Américains qui détiennent des actions Total Energy sont plus importants que par exemple les Européens, imaginez. Donc c'est un peu normal qu'ils se rapprochent de ces actionnaires. Alors il ne faut pas avoir peur au niveau de la cotation pour ceux qui ont un PEA. Moi je n'ai pas de PEA, mais pour les gens qui ont un PEA, il y aura une cotation secondaire toujours sur la bourse de Paris, donc ça ne changera pas, vous l'aurez toujours sur le PEA. Au niveau des dividendes, je pense que c'est 5 et quelques pourcents, mais c'est une très bonne entreprise, parce que vous avez quand même aussi une plus-value. Il y a des deux côtés, il y a la valorisation et il y a le côté dividende. C'est ça qui est bien dans cette action, et je pense que le prix va flamber
C'est pas les énergies fossiles, vous inquiétez pas, ils vont encore en avoir besoin. Voilà. Donc il y a beaucoup de raisons, il y a entre autres ça, le financement, plus de financement. En 2020, ils auront fait la misère, je me rappelle, ils voulaient supprimer les dividendes en 2020 pour pas que Total Energy distribue ses dividendes. Le PDG n'a pas lâché, il a quand même distribué ses dividendes. De toute façon, l'État n'est pas actionnaire de Total, donc ils n'ont pas logiquement à intervenir. Voilà. Donc voilà pour Total Energy. Et ce qui pour moi est bullish par contre, c'est si jamais ça se fait, il faut savoir que les entreprises européennes, elles sont sous-cotées par rapport à la bourse de New York, et que si Total Energy, bon, on va passer évidemment, s'il passe à la bourse de New York, ça sera en dollars, et par contre au niveau des cotations, je peux vous dire que ça sera plus 60, je crois que c'est 60 dollars ou 60 euros, je sais plus, 60 et quelques. Je peux vous dire que ça va flamber, ça va monter, et donc il y a peut-être moyen de faire aussi des plus-values en revendant, pour ceux qui font du trading des actions. Il y a moyen, parce que ça va, à mon avis, ça va vraiment flamber s'il passe à la bourse de New York, parce que à la bourse de New York, il n'est pas sous-coté comme les actions européennes. Voilà. On continue. Et là, on a les signaux mixtes du marché du travail du Royaume-Uni laissent la Banque centrale en alerte de baisse. Il faut savoir que les salaires en Angleterre augmentent, et augmentent très vite, et ils sont un petit peu en panique, ils veulent baisser tout simplement les taux d'intérêt pour bien calmer un petit peu cette inflation. Donc il y a beaucoup maintenant d'indicateurs de pays qui veulent tout simplement baisser les taux d'intérêt. Et ça, c'est bon pour nous, pour la crypto-monnaie. Par contre, pour l'économie, c'est pas bon du tout. On continue et on a Coinbase qui sont responsables, Anthony Basili, qui est responsable de la tokenisation de Coinbase, qui a décrit les plans de son réseau de base à Tokenize, c'est le summit de Tokenize 2024 à Miami. Et donc en fait, ils vont utiliser les couches de layer 2 de Ethereum avec toujours le processus KYC et AML, et ils vont donc utiliser entre autres Ethereum. Et je pense que pour les personnes qui ont acheté des actions Coinbase il y a quelques temps, et je pense que c'est encore assez intéressant, parce qu'ils ont quand même un bon avenir, même si la SEC les chatouille un peu. Je pense que c'est une action, c'est en tout cas Coinbase, une entreprise qui jouera un rôle déterminant par la suite. On continue, et toujours, ça c'est tout bon pour Coinbase. On a BlockFi qui avait fait faillite à cause de FTX, qui en fait ferme sa plateforme, et du coup ils étaient partenaires avec Coinbase, ils s'associent à Coinbase pour la distribution de fonds. C'est-à-dire que les utilisateurs de BlockFi maintenant, ils vont passer sur la plateforme Coinbase. Du coup ça va faire encore plus d'utilisateurs sur Coinbase, donc bien joué à Coinbase. Voilà, donc là je vous parlais tout à l'heure, la Banque centrale du Mexique maintient son taux à 11% alors que l'inflation accélère. Donc là c'est le contraire, eux ils font le contraire. Eux ils essaient de sauver l'économie, mais par contre ils ne protègent pas leur monnaie. Et voilà, donc ça c'est la Banque centrale du Mexique. Bon, peut-être qu'ils vont lâcher, on verra. Mais on voit que tout le monde ne fait pas non plus, tout le monde n'a pas la même approche. Et je pense que cette approche, elle est plus sérieuse. Alors pour nous, dans la crypto, ce serait pas forcément la meilleure chose, mais en tout cas, c'est l'approche, à mon avis, pour sauver l'économie. On continue. Et là, on a la mise à jour de la sécurité sociale aux États-Unis qui pourrait étendre les avantages à des millions de personnes. Donc là, maintenant, ils ont fait des barèmes différents. Vous avez aussi maintenant des migrants qui peuvent avoir, qui n'ont pas forcément même des papiers, etc., qui pourraient avoir cette sécurité sociale. Maintenant, la question c'est, est-ce que les Américains ont voté pour ça, et aussi est-ce qu'ils vont avoir assez de fonds pour pouvoir étendre ces avantages? C'est une bonne question. Maintenant, on va passer à Ripple.
et on va commencer par regarder un petit peu. Vous voyez, il y a 51 emplois actuellement et on voit beaucoup à Londres, New York, et un petit peu au Canada. On a Metaco ici, vous voyez la Garde, Lausanne, Singapour aussi. Il y a énormément, c'est une entreprise qui, malgré qu'elle est en procès, qui a vraiment, on va dire, une positivité et qui se prend pas la tête. Elle fait comme s'il n'y avait rien et elle continue parce que je pense qu'elle sait déjà, qu'elle a gagné ou qu'elle va gagner. En tout cas, elle continue à construire tout simplement son écosystème et c'est tant mieux. On continue. Et là, vous voyez sur la fondation Hyperledger, on voit tous les partenaires, donc on voit qu'il y a énormément de banques qui sont dedans, on voit aussi, et vous voyez, il y a bien sûr, on a Ripple, on a Corda R3, on a bien sûr Stellar, et là vous voyez, il y a énormément de banques, mais c'est intéressant de voir des petites entreprises aussi, des choses où je pense moi après par la suite de bien regarder ça en détail, parce qu'on peut peut-être trouver des startups en devenir, des startups qui vont justement quand ça va se mettre en place, ce nouveau système, de pouvoir investir dessus pour, comme ça m'intéresserait énormément de pouvoir investir sur tout simplement R3 entre autres. Et on voit bien sûr il y a des grosses banques qui sont actuellement, vous avez aussi IBM, Hitachi, etc. Alors on continue et une nouvelle, c'est l'Inde qui propose la CBDC qui peut fonctionner hors ligne. Alors il y a bien sûr il y a des connexions avec Ripple bien sûr pour l'Inde. On verra ça après. Moi ma question c'est pourquoi ils veulent absolument faire des... Alors ils disent que c'est pour les gens qui n'ont pas accès à internet. Je pense que maintenant il y a quand même énormément, alors bien sûr il y a des endroits où il n'y a pas internet et donc c'est peut-être pour que ça fonctionne effectivement non-stop et surtout dans tous les endroits. Mais pour moi il y a quand même, je trouve ça bizarre qu'ils veulent tous faire fonctionner hors ligne. Comme si l'internet va en fait changer et que on va passer à un nouveau système, peut-être un système quantique, un système avec Elon Musk, je sais pas, mais j'ai un petit pressentiment. Ça me paraît bizarre parce que maintenant on a quand même internet, la couverture d'internet, à part peut-être dans les pays, mais en Inde, j'ai pas regardé pour voir la couverture internet en Inde, mais en tout cas, ils travaillent sur une CBDC hors ligne, et c'est pas les seuls qui font ça actuellement. Voilà. Alors pourquoi je vous parle des, vous voyez, Ripple Partner, Nium s'étend avec succès en Asie du Sud-Est grâce à RippleNet. Et Nium, ils sont aussi en Inde, ils ont des partenariats en Inde. On va aller voir là, vous voyez sur le site de Ripple, vous voyez que cette société de paiement transfrontalière offrant des solutions faciles, transparentes et abordables pour les pays internationaux. Et là, c'est le PDG. Et on voit que c'est utilisé en Asie du Sud-Est et beaucoup en Inde, entre autres. On continue toujours pour vous montrer que Nium, qui est en partenaire donc de Ripple, sécurise l'approbation en principal de RBI pour la licence d'agrégateur de paiement et la licence d'instrument de paiement prépayé. Donc partenariat qui permet de leur donner une réglementation et de pouvoir se mettre dans tous les continents et dans tous les pays tranquillement. Vous voyez là, les deux nouvelles licences ouvrent la voie à Nium pour devenir un guichet unique pour les paiements en Inde. Voilà, donc là vous voyez les connexions, entre autres, et on les voit de plus en plus quand même ces connexions. Je pense qu'on se rapproche vraiment. Alors c'est peut-être une théorie pour moi, mais on a quand même ce XRP Ledger Transaction Can Now Be Initiated Offline. Alors j'avais déjà parlé, c'est le XPOP. Et le XPOP, en fait, le Richard Holland de XRPL Labs présente un outil de transaction XRP hors ligne basé sur des QR codes. Et donc, moi je soupçonne que ça soit ce XPOP qui soit utilisé pour, en tout cas, le CBDC en Inde. C'est une théorie, en tout cas de ma part. Bien sûr, il peut y en avoir d'autres, mais voilà, c'est en tout cas avec QR code et c'est assez facile et ça fait très longtemps hein, qu'ils sont dessus. Voilà, vous voyez, c'est déjà 2021 et ça fait déjà plusieurs années qu'ils travaillent dessus.
encore une autre nouvelle, on a Volante, qui est partenaire de Ripple, qui obtient la certification Fedwire Fund Service ISO 222, un peu comme Stronghold avec l'acquisition de Labs. Et bien là, vous voyez que ça leur permet aussi d'ouvrir des voies et d'être en conformité surtout. C'est ça que j'aime chez XRP, enfin chez Ripple, et aussi chez Stronghold, et bien sûr Stellar et Dera, c'est qu'ils sont en conformité avec la norme ISO 222, et quand il va y avoir des réglementations, eux, je pense qu'ils n'auront pas de soucis. Voilà. Toujours, c'est une nouvelle qui est assez ancienne, qui date de novembre 2023, mais on voit que toujours la toile d'araignée XRP qui est approuvée par la DFSA pour l'utilisation dans le DIFC par autorisé Virtual Asset Firm. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont maintenant des licences, on va voir ça. Le Dubai Financial Service Authority a approuvé l'actif numérique XRP pour une utilisation dans le centre financier international Dubaï. Voilà. Donc là, on voit que ça tape un peu dans tous les continents, soit directement, soit par des partenaires comme Volante, Tranglo, etc. Une autre nouvelle qui n'est pas si récente, mais je la mets, c'est tout simplement le géant de la finance SBI, qui jouera de toute façon un très grand rôle, qui devient XRP Ledger Validator. Donc ça, c'est une très bonne chose, et je pense que c'est pas une coïncidence que vous voyez. Je vous ai parlé tout à l'heure des difficultés du Japon. Le Japon a des grosses difficultés avec sa monnaie. Et c'est pas pour rien qu'ils deviennent validateurs du XRP Ledger. Ils auront besoin de cette technologie, comme tous les autres pays. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, en fait, ça permet en fait aux validateurs d'être un petit peu géographiquement pas sur un endroit précis, mais là on voit donc qu'ils ont maintenant des validateurs en Asie. Voilà, et d'ailleurs justement on regarde et on voit, c'est la nouvelle du jour, la chaîne infinite de Corée du Sud, hein, je pense, non c'est Corée du Nord, je vais regarder, je pense que c'est Corée du Nord, hein. Qui rejoint en tant que validateur du grand livre XRP renforcement l'écosystème mondial. Donc voilà, là encore un validateur en Asie, et là c'est actuellement en Corée. Donc ça continue, que des bonnes nouvelles. On a aussi ce partenariat, ça date de quelques jours, le partenariat de Ripple avec Derek Alliance, donc ils se mettent maintenant en partenariat avec Hedera, Algorand et XRP Labs. Ripple s'engage dans une quête ambitieuse, repenser les fondations même de l'industrie des crypto-monnaies. Donc c'est une très bonne chose, et surtout il va falloir avoir une interopérabilité avec eh bien Algorand, avec HBAR. Ils vont utiliser cette interopérabilité, ils en ont besoin de toute façon pour pouvoir travailler ensemble. On continue, et là nous avons le PDG de Uphold qui confirme, on le savait déjà, que des géants financiers bien connus utilisent XRP. Alors Simon McLaren, PDG de la bourse américaine Uphold. Alors je fais juste un petit aparté, mais Uphold, c'est dans mon projet, ils sont sur Linto, et l'action n'est vraiment pas chère pour l'instant, et dès que j'ai fait des gains en crypto-monnaie, je vais investir sur, si je peux, si j'ai les moyens, si j'ai gagné assez, en tout cas, d'investir sur cette startup Uphold, parce que là c'est pareil, je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer au prix où Uphold est actuellement. C'est vraiment intéressant d'investir dessus. Et donc Uphold affirme que certains géants de la finance bien connus exploitent des crypto-monnaies comme le XRP pour déplacer des fonds dans le monde entier. Voilà, donc on le sait, il y a des grandes entreprises qui utilisent, parce que bien sûr c'est moins cher, c'est rapide. Et on va juste regarder. Bien que le PDG de Uphold ne puisse pas divulguer les clients de Ripple US et UK, les institutions publiques utilisant XRP pour les transferts continentaux via ODL incluant la Malaisie avec Tranglo et Japan SBI.
Comme le Crypto Basic rapporte, Tranglo utilise XRP pour les transactions en temps réel vers des pays comme Singapour et les Philippines. De même, Japan SBI Remit exploite XRP pour les transactions impliquant le Vietnam, les Philippines et l'Indonésie. Alors là, je vais vous parler de quelque chose. On a Trump qui a tout simplement critiqué Biden en disant qu'il connaissait rien à la crypto-monnaie, qu'il voulait détruire la crypto-monnaie et que lui était plutôt pro-crypto-monnaie. En ayant suivi Trump depuis quelques temps, je pense qu'effectivement il y a des ramifications et il est plutôt pro-crypto-monnaie. Et on voit qu'en 2018, le PDG de Ripple a rencontré l'administration quand Trump était au pouvoir en 2018 2 fois. On va regarder. Le bureau de gestion et du budget montre que Ripple Bradgaringhouse a rencontré l'assistante spéciale de la présidente Caroline Moore sur le 26 septembre et le 3 octobre 2018. Les documents ont été déterrés par Steven Dieppe, passionné et investisseur de XRP. Les 2 réunions semblent avoir duré une bonne partie de la journée. Alors l'argument comme quoi il serait pro XRP, et c'est pas con comme argument, c'est tout simplement que le XRP n'a pas d'exploitation minière, et comme on le sait, la plupart de 80% de l'exploitation minière, c'est en Chine, dans des pays étrangers, mais surtout en Chine. Il y avait le Kazakhstan avant, mais maintenant un peu moins. Et donc, pour lui, il n'y a pas d'exploitation minière, donc il n'y a pas un contrôle étranger sur cette entreprise. Et en plus, XRP, c'est une société américaine. Voilà, donc voilà pourquoi il est plutôt pro XRP, et c'est une très bonne chose. Et je pense qu'il y a même des... il y a des... comment on pourrait dire, il y a des ramifications, en tout cas il y a des liens plus forts avec le XRP que ça. Je pense qu'il sait très bien depuis très longtemps à quoi va servir le XRP. Et une chose aussi un peu étrange, c'est que il faut savoir que quand il y a eu le procès sur Ripple, c'était durant tout simplement l'administration Trump. Donc c'est pas, il est au courant de certaines choses. Voilà, après c'est pas lui qui décide, donc il a laissé faire parce que ça fait partie du scénario. Voilà, et bien j'ai presque fini, on va juste regarder un dernier article. Pareil, on voit ça, c'était en 2018, XRP sur une course de taureau, c'est à l'époque où il y avait un pump, comme la Maison Blanche qui exprime le soutien pour Ripple. Voilà, donc ça c'était en 2018 cet article, pareil. La nouvelle du jour, là, qui n'est pas bonne forcément, Binance divorce de XRP et de TUSD le 28 mai 2024. Donc ça c'est pour la division Binance Future de Binance, alors c'est sur le trading, a déclaré qu'elle ne supporterait plus XRP et TUSD comme actifs sur marge. Ah, donc je pense que c'est par rapport au procès, ils ont un peu peur si jamais ils ne gagnent pas, donc ils préfèrent dégager avant. Cette nouvelle mesure sera effective à partir du 28 mai 2024. Dans un geste prompt de l'opérateur de l'échange, il a déjà réduit à 0 le plafond de transfert pour ces 2 monnaies numériques, dès aujourd'hui, empêchant ainsi les utilisateurs de déposer ces actifs dans leur portefeuille de trading. Ça peut être aussi un indicateur que si jamais qu'ils empêchent les gens de trader et gagner de l'argent, si il y a des nouvelles par rapport au procès vers le 28 mai. Ça peut être peut-être un indicateur aussi. Alors, nous avons ici la BIS qui va utiliser Unify Ledger pour les CBDC. C'est ce que déclare ce monsieur qui je crois qui est japonais ou chinois, je pense que c'est japonais, qui fait partie de la BIS et qui dit donc que un nouveau type d'infrastructure de marché sous forme d'un grand livre électronique unifié pour améliorer le système financier mondial. Et ça c'est un rapport tout simplement avec Ripple. Selon un rapport
publié mardi par la BIS. Ce registre, proposé par le groupe 4 des banques centrales dans le cadre de son rapport économique annuel, pourrait combiner les monnaies numériques des banques centrales avec de l'argent tokenisé et des actifs sur une seule plateforme, à l'aide de systèmes automatisés, des contrats intelligents que les transactions de puissance sur les blockchains, y compris Ethereum. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on voit pour la tokenisation? C'est que c'est Visa, Mastercard, JP Morgan et Citi qui, tout simplement, vont commencer à faire des tests pour faire la tokenisation. Et je crois que c'est peut-être pas marqué. Voilà. Certaines des plus grandes banques de Wall Street ont révélé qu'elles testaient un système avec Visa et Mastercard pour tokeniser leurs actifs. On sait qu'il y a bien sûr, pareil, on a déjà vu dans des vidéos qu'il y a des ramifications, c'est-à-dire des liens entre Visa, Mastercard et Ripple. On termine. On a le World Economic Forum Global Future Council financier Monetary System qui tout simplement mentionne Ripple. Je crois que c'est en page 11. On va regarder ça, voilà. Et en fait, ils essayent tout simplement dès actuellement dans les projets pilotes, on voit qu'il y a plusieurs, bien sûr, blockchains qui sont utilisées. Et là, on voit que Standard Chartered amène la blockchain en leveraging DLT to reduce the risk, pour réduire le risque des activités frauduleuses, et aussi partenariat avec RippleNet, comme une US FinTech qui voilà, donc qui parle en fait tout simplement entre autres. Alors bien sûr, il n'y a pas que Ripple qui est en essai, il y en a d'autres. On voit même qu'il y a, je crois que c'est Onyx avec JP Morgan, eux ils utilisent leur coin, je crois, et c'est Onyx, la blockchain. Pour finir, je vais vous parler de quelque chose de bizarre. Pour Stronghold, on nous dit, c'est marqué, on peut le chercher, que ça a été conçu en 2018. Donc il y avait déjà le réseau Stellar, etc., qui était déjà mis en place. Mais en fait, en faisant des recherches, on voit que Stronghold, en fait, il y avait déjà une société qui a été enregistrée au Delaware, je crois, et qui date, on va regarder ça, Action Factory en Californie sous le nom de Stronghold Technology, déclaration et désignation par Foreign Corporation dans l'État de Californie le lundi 1er juillet 2013. Donc en fait ça veut dire qu'ils ont, et on voit que, on va regarder en bas, voilà, donc ça a été enregistré au Delaware, et on voit en bas, l'argent enregistré c'est Tamicom, donc c'est la CO actuelle de Stronghold. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a déjà cette technologie, c'est depuis longtemps, c'est enregistré depuis très longtemps, et avant d'aller sur le réseau, que ce soit Stellar, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, et beaucoup d'essais je pense. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il mentionne que ça a été fait en 2018, et là en fait on voit en fouillant un peu que à San Francisco, hein, comme d'habitude, Ripple San Francisco, vous voyez qu'il y a beaucoup d'entreprises San Francisco. Voilà. Une dernière chose pour Stronghold, il recherche un full stack ingénieur logiciel, a pour mission d'améliorer l'accès financier en alimentant des solutions de paiement et des services financiers innovants. En tout cas, moi je suis très bullish sur SHX, c'est-à-dire sur Stronghold, qui pour moi a créé une infrastructure de paiement pour les gouvernements et les entreprises. Et aux États-Unis, c'est monstrueux avec les partenariats avec ACH et aussi Nacha. Et c'est vraiment, il y a énormément eh bien, dans ce réseau, ils sont déjà les pionniers dans le réseau ACH, et donc c'est eux qui ont la plus grande ancienneté, et donc ils vont être privilégiés. Et il y a énormément de potentiel de clients qui peuvent arriver. Ils ont des partenariats avec Coinbase, avec JP Morgan, avec Bank of America,
Et comme on sait, Stronghold il est lié au réseau Stellar et XRP Ledger. Voilà. Donc on a vu, on va regarder ça. Il y avait un summit récemment, le Smarter Faster Payment 2024. Et là, on voit sur le summit qu'il continue à dire que pour l'objectif, c'est une expansion mondiale. Et ça, c'est bullish parce qu'on ne peut pas se cantonner qu'aux États-Unis. Et si l'expansion est mondiale, imaginez le potentiel des continents. Vous pouvez taper vraiment tout. Et c'est pour ça que je pense qu'ils se mettent en conformité comme fait Ripple, soit avec des partenariats. Eux, ils ont carrément acquis Labs 222, et avec l'ISO 222, ça leur permettra d'avoir une conformité et de s'intégrer très facilement au niveau mondial dans tous les continents. Voilà. Eh bien, j'ai terminé pour la vidéo. Juste, on va terminer par la petite minute complotiste. Et là, alors je ne sais pas si vous avez eu hier, il y a eu une alerte, ça c'était par rapport aux Jeux Olympiques, mais on va regarder ce petit article. Ça date du 22 mars 2024. Quel est cet étrange message que vous avez peut-être reçu? Et là, on voit, si vous avez reçu une notification d'alerte le 22 mars 2024, c'est normal, vous avez participé à un test technique pour la mise en place d'un nouveau système destiné à prévenir la population en cas de grave danger. Autre article du 8 mai 2024, le système national d'alerte au public, ça c'est au Canada. Et là c'est pareil, le Canada dispose d'un système national d'alerte au public qui procure, et là ils ont fait des essais, pareil. Et il y a beaucoup de pays, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Emergency Broadcast System, qui a été qui a été essayé plus tôt que ça, hein. Je crois que c'était en 2023. Voilà. Tous ces pays qui testent ça, c'est pas, à mon avis, c'est pas pour rien. Donc à voir. À voir. Je vous rappelle que avant les élections américaines, il y a toujours, excusez-moi du terme, mais il y a toujours une couille. Regardez ce qui s'est passé, entre autres les attentats du 11 septembre, etc. Il y a toujours quelque chose. Il faut qu'il y ait un Black Swan pour qu'il puisse ensuite imprimer. Donc à voir ce qui va se passer. Mais c'est intéressant déjà d'avoir un petit peu d'avance. En tout cas, moi personnellement, j'ai un petit peu de réserve d'eau et de nourriture un petit peu à la maison sur une semaine ou deux. Si jamais il se passe quelque chose, ça peut toujours être intéressant d'avoir un petit peu chez soi de réserve. Pas sur un long terme, mais en tout cas d'avoir un petit peu. C'est à mon avis toujours intéressant, parce que si jamais il se passe quelque chose de grave, quand on voit ce qui se passe, comment déjà avec le Covid, comment les gens se sont rués sur les trucs, rien que sur le papier toilette, c'est assez marrant. Mais bref. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et bien n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à très bientôt. Ciao.